on va commencer peut-être par des définitions, c'est-à-dire de quoi parle-t-on lorsqu'on parle effectivement de groupes armés non étatiques? Ça, c'est la première question. De quoi parle-t-on? Et puis comment effectivement cette notion même a pu évoluer ces dernières années? Alors je dis évoluer ces dernières années, et je me tourne vers Françoise Boucher-Saunier parce que hier, je regardais dans ma bibliothèque votre dictionnaire. J'ai cherché une entrée, effectivement, GAN, et j'ai pas trouvé d'entrée. Alors, je me suis aperçu que j'avais l'édition précédente. Voilà. J'ai pas la dernière édition. Mais dans la dernière édition de votre dictionnaire, il y a effectivement une entrée groupes armés. Alors, on va commencer peut-être par vous. Vous allez peut-être nous résumer les 10 pages que fait cette entrée dans votre dictionnaire pour nous dire qu'est-ce que ça recouvre. Sur la question des groupes armés non étatiques, ce n'est pas un phénomène nouveau. Donc, première chose, c'est que dans tous les conflits armés non internationaux, par définition, il n'y a qu'une partie au conflit qui est un État. Les autres sont forcément des parties au conflit non étatiques. Historiquement, le droit humanitaire a toujours réglé ce problème-là, non pas en utilisant ce recours à ce concept de groupe armé non étatique, mais le concept de partie au conflit, une partie au conflit pouvant évidemment parfaitement être non étatique, et il peut y avoir évidemment plusieurs parties au conflit, et les groupes armés multiples sont quand même la réalité des conflits depuis toujours. C'est pas du tout une nouveauté du terrain. Pourquoi on parle aujourd'hui de groupes armés non étatiques? C'est parce que dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, il y a eu tout un travail de déconstruction du droit humanitaire, notamment par les académiques américains, et qui ont cherché à faire émerger un troisième type de situation de conflit, qui serait ces conflits atypiques, un troisième type de situation de combattants, qui serait ces combattants illégaux, et un troisième type finalement de parties au conflit, qui serait ces groupes armés non étatiques, qui étaient les méchants, les non vertueux. On a les ONG qui sont les vertueux, et les groupes armés non étatiques qui souvent sont criminels, terroristes, etc. Donc c'est un peu le problème, et il faut donc relativiser ce débat. Ça a émergé en même temps que aussi la privatisation des armées étatiques, avec l'émergence des sociétés militaires privées. Donc c'est une réalité, j'allais dire pratique, un peu récente, mais qui n'a pas un contenu juridique nouveau ou qui soit un défi particulier. Le droit humanitaire connaît et réglemente les parties non étatiques au conflit en demandant simplement qu'elles contrôlent un territoire, et qu'elles aient un commandement responsable pour qu'on sache finalement avec qui on parle, avec qui on discute, que ce ne soit pas juste un ramassis d'individus qui finalement de façon opportuniste sont des voleurs ou des criminels. Il s'agit bien de s'assurer qu'il y a une organisation et non pas des individus, et qu'il y a un projet dans le conflit, un projet militaire. Encore une fois, l'argument, la criminalisation politique et le discrédit porté sur ces groupes en disant ce sont des criminels, ce sont des terroristes, ou ils n'ont que finalement des intérêts de vol, de racket, de rançon, c'est dangereux parce que ce sont des lignes très difficiles à faire passer. Les groupes armés non étatiques, évidemment, pour financer leur activité militaire, ils sont dans des activités de prédation, de vol, de pillage des ONG, éventuellement même de prise d'otages aussi, mais c'est bien dans un objectif de se fabriquer un arsenal militaire. Donc la ligne de criminalisation ne suffit pas. Il faut toujours revenir à la question du contrôle et de l'organisation, qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas, qu'elle soit vertueuse ou non. À partir du moment où les gens, et c'est l'esprit du droit humanitaire, à partir du moment où on a du pouvoir, on a des responsabilités. À partir du moment où on contrôle des territoires et des populations, on a des responsabilités. Et ça veut dire que les organisations humanitaires doivent négocier avec ces acteurs-là, et que ces acteurs-là sont tenus pour pénalement responsables de leurs actes. En termes de droit pénal, ils sont tenus pour pénalement responsables. Donc c'est bien que ce sont des acteurs de ces conflits. On ne peut pas à la fois les mettre devant les tribunaux internationaux et dire qu'il ne faut pas discuter avec eux. Le droit humanitaire les responsabilise, et criminaliser, c'est-à-dire vraiment diaboliser, mettre à l'extérieur, c'est une façon de faire la guerre sans la faire, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'espace dans lequel on discute. Et c'est extrêmement dangereux parce que c'est des guerres qui n'ont plus ni limite dans le temps, ni dans l'espace, ni même dans le droit. Antoine Sfer. Oui, moi je voulais juste vous demander de nommer les choses telles qu'elles sont. Là, ça fait depuis un moment que nous parlons de ce groupe terroriste autoproclamé État islamique. Ne nous approprions pas le nom qu'ils se donnent eux-mêmes.
Ça, c'est très important. D'autant plus important que nous demandons aujourd'hui dans nos pays occidentaux à nos musulmans de les dénoncer, alors que ces musulmans sont des citoyens comme nous, des citoyens français. Donc, ils agissent en tant que citoyens et chaque citoyen doit dénoncer la barbarie où elle se trouve. Deuxième moment, je voudrais rappeler quand même que ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient et au Moyen-Orient, c'est une véritable guerre qui se situe à 3 niveaux. Le niveau ethnique, tout d'abord, entre Perses et Arabes, ne l'oublions pas, avec, j'allais dire, pardonnez-moi cette comparaison osée, avec 2 Vaticans. Un Vatican chiite qui est l'Iran, Téhéran, et un Vatican qu'on a cru être sunnite jusqu'à aujourd'hui et qui ne l'est plus, et qui est plutôt contesté notamment par l'Égypte pour d'autres raisons. Et enfin, une guerre confessionnelle entre les 2 grandes branches de l'islam, les sunnites et les chiites, 85% du monde musulman pour les premiers, 12 à 13% pour les seconds. Et enfin, une guerre stratégique. Une guerre stratégique, ça veut dire on introduit l'économie là-dedans, les richesses naturelles, le pétrole et le gaz qu'on vient de trouver au large de la Méditerranée orientale, Israël, Liban et Tripoli en particulier pour le pétrole et le gaz, et bien entendu aussi toutes ces richesses économiques qui se trouvent dans la région. Donc je crois que c'est pour ça qu'on a des interventions régionales, mais des interventions internationales aussi. Et l'Occident joue un rôle, les pays occidentaux, alors y compris la Russie, y compris la Chine, hélas, jouent un rôle important et premier. Enfin, la troisième remarque que je voulais faire de cette région que je connais un peu, tout à l'heure on a parlé de la Syrie, de M. Bachar al-Assad. Ne vous étonnez pas que de l'autre côté de la Méditerranée, nous ne soyons plus crédibles ni audibles. Parce qu'on a mis 40 ans pour découvrir que les Assad, c'était une dictature. Bon, on peut au moins ne pas désespérer de l'intelligence de nos dirigeants, puisqu'ils ont mis 40 ans, mais ils l'ont trouvé quand même. Sauf que aujourd'hui, on a affaire, pour des raisons évidentes de manipulation de la part du régime et tout, à la peste et le choléra. Je ne me sens aucunement obligé de choisir entre la peste et le choléra. Je trouve que le choléra est plus dangereux aujourd'hui que la peste. Donc je m'attaque au choléra, puis ensuite je passerai à la peste. D'autant que, personnellement, je ne peux avoir aucune empathie avec ce régime. Si je n'ai plus de dents, je n'ai plus d'ongles, j'ai 7 cicatrices dans le dos, et je passe 1 semaine par an à l'hôpital, Christian le sait, à cause de ce régime-là, qui a demandé à ce que je disparaisse physiquement de la scène arabe il y a déjà 38 ans. Donc je crois simplement qu'il est temps aujourd'hui qu'à côté du CICR et de toutes les organisations humanitaires qui se tuent pour à la fois traiter mais prévenir également, leur dialogue n'est pas uniquement actif au moment où il y a le drame, des blessés, des morts, etc., ou des otages, mais il est également préventif. C'est ça à quoi sert le dialogue des humanitaires avant tout. Eh bien, à partir du moment où les États eux-mêmes, à côté des organisations humanitaires, se mettront également à avoir une vision d'avenir, avoir une vision politique et poser réellement la question claire, qu'est-ce que nous voulons faire dans cette région? Pas seulement intervenir pour notre ego surdimensionné, mais également avec une véritable vision politique. À ce moment-là, peut-être que nous aborderons ces crises d'une autre façon et d'une façon beaucoup plus réaliste, hélas. Voilà. Merci. Antoine. Je me retourne, justement, on vient d'évoquer la crise syrienne, je me retourne vers vous. Comment est-ce que le CICR agit aujourd'hui d'un plan humanitaire en Syrie et en Irak, justement, pour essayer de pouvoir avoir accès à tous ces groupes et pouvoir justement faire que les populations soient soulagées? Alors, je crois, généralement, avec tout ce qu'on a entendu, ce qu'on a senti fortement dans le conflit syrien tout d'abord, mais peut-être avec les développements de la situation depuis l'été 2014, en plus général, que
est-ce qu'on peut dire non-capacité ou incapacité de la communauté internationale de trouver une solution pour la Syrie a des effets, entre autres aussi, sur l'action humanitaire et a amené à une certaine politisation de l'action humanitaire. On avait un grand débat, par exemple, sur les actions transfrontalières versus des actions qu'on appelle cross-line, ça veut dire à l'intérieur d'un pays comme la Syrie, des régions contrôlées par le gouvernement vers les régions contrôlées par une opposition armée ou par des groupes de l'opposition armée. Le CCR a fait des grands efforts pour désister à cette polémique et aussi polarisation, et a un choix très clair pour la Syrie d'avoir une action à l'intérieur du pays, mais qui vise de fournir l'assistance aux populations les deux côtés de le côté contrôlé par le gouvernement et contrôlé aussi par l'opposition armée. Pour ça, on doit aussi savoir que les besoins humanitaires sont tellement énormes et sont tellement multiples quand on parle de 6,5 millions de déplacés internes qui sont vraiment distribués dans tous les parties de la Syrie. Les populations, les civils n'ont pas une couleur politique, une affiliation politique. Au premier plan, ils ont, où les gens en détresse, ils ont des besoins humanitaires et on fait un grand travail. Mais on est aussi avant des grands défis. On est devant des grands défis par rapport à un travail protection. On est devant des grands défis aussi par rapport à la perception de l'action médicale, qui il n'y a pas un avis partagé parmi les dirigeants en Syrie sur la perception de l'action médicale comme neutre et impartiale et pas aide à une ou à l'autre partie au conflit. Mais le CCR est aussi et ce travail de fournir de l'assistance aux populations dans les zones contrôlées par le gouvernement et les zones contrôlées par l'opposition armée. Ça exige naturellement un dialogue aussi avec tous les partis en conflit qu'on arrive à mener de l'intérieur de la Syrie, mais aussi à partir d'un réseau qui a ses repères dans les pays voisins. Et graduellement, l'opération CCR pour la Syrie est devenue, et même avant ce qui s'est passé en Irak cet été, une réponse régionale parce que les besoins et les effets humanitaires dépassent largement les frontières de la Syrie.